Merci Madame la maire de me donner la parole. Le débat sur le PLU s'inscrit dans un contexte de crise sanitaire qui n'est qu'un élément de plus d'une crise environnementale et durable. 20 ans après le premier PLU, il est urgent d'adapter des règles qui permettent de définir une ville plus économe en ressources, plus résiliente et plus anticipatrice. Aujourd'hui, la biodiversité à Paris est en net déclin. Il est vital d'agir pour le maintien et le développement du plus grand nombre d'espèces vivantes sur notre territoire. C'est d'ailleurs un critère par excellence de durabilité de nos sociétés. Tous les indicateurs sont au rouge. Derrière l'emblématique moineau, la quasi-totalité des passereaux et autres espèces faunistiques historiquement présentes à Paris disparaissent. Le constat est le suivant, et l'inquiétude est la suivante. Tous les espaces de nature existants à Paris, que ce soit des arbres remarquables dont nous avons parlé hier, d'alignement, des espaces verts, des espaces de nature, doivent être protégés et classés, car ces espaces forment un tout, un patrimoine commun. La ville s'est longtemps engagée dans une politique urbaine d'hyperdensification et d'artificialisation de tous les espaces encore libres à Paris. Il faut vraiment inverser la tendance. La préservation d'une réelle diversité d'espaces et de milieux est un préalable fondamental à toute politique prétendant œuvrer en matière de biodiversité. Car oui, Paris est l'une des villes les plus pauvres en espaces verts et en nature par habitant. Il existe une contradiction, voire une schizophrénie environnementale dans certaines des politiques qui sont menées aujourd'hui. Une contradiction entre le discours d'exemplarité de la mairie sur la biodiversité à Paris et la réalité d'une action parfois cosmétique qui habille de vert certains projets d'urbanisation. Les techniques de végétalisation artificielle ne sont pas une alternative équivalente à la préservation de véritables espaces de nature à Paris et de renaturation là où c'est possible. La contradiction depuis plusieurs années entre les projets pour créer de nouveaux sites de biodiversité, d'une part, et la destruction d'espaces naturels, je citerai les serres d'Auteuil, les terrains d'Haute Paris proposés à certains projets anti-environnementaux, la densification de la cité universitaire, la ZAC Bercy-Charenton, les aménagements de Paris-Nord, etc. Et bien sûr les constructions sur les jardins et cours en cœur d'îlots. Lutter contre la destruction de la nature à Paris est une bataille du quotidien pour les maires qui ne partagent pas forcément cette orientation. C'est le choix qu'a fait Delphine Burkly depuis 6 ans en mettant en place une végétalisation imaginative et durable dans un arrondissement assez minéral. Paris est une ville dense, attractive, très attractive en comparaison à d'autres villes européennes, en usagers et en touristes qu'on espère voir revenir. Alors dans ce cadre, comment imaginer un PLU parisien trop centré sur Paris alors qu'il faut agir en responsabilité? En environnement, ce qui compte avant tout, ce sont les écosystèmes et la continuité. Quelle que soit la complexité actuelle, Paris doit être un moteur et non un frein pour les territoires limitrophes, car oui, nous partageons le même patrimoine commun. La maîtrise de l'empreinte écologique de la ville, la nécessité de concevoir une ville moins consommatrice, implique de repenser des principes d'urbanisme que nous ne retrouvons pas totalement aujourd'hui dans les premières propositions. À ce jour, le PLU se limite trop à la réorganisation du Paris intramuros. Paris ne peut plus se permettre d'engager des changements urbains de cette ampleur sans concerter les villes avoisinantes, sans concerter les autres habitants de l'Île-de-France, au risque sinon d'omettre dans sa conception les enjeux métropolitains qui y sont liés. Paris ne vit pas en autarcie. Le PLU parisien accentuera des disparités entre les territoires, comme l'illustre par exemple la proposition de la conférence citoyenne de reléguer les constructions de tours aux portes de Paris, déléguant le sujet de la densification, de l'obstruction du paysage et de la consommation énergétique du bâti aux arrondissements les plus excentrés et aux communes hors périphériques. Est-ce une approche équitable que de vouloir concentrer les tours là où les gens souffrent déjà le plus, de l'atteinte au paysage, du bruit, de la pollution, des externalités négatives en général? Il y a une autre vision, une autre approche, celle de rendre une ville plus vivable pour tous, pas simplement les plus privilégiés, pas simplement les Parisiens contre la périphérie. Le principe de responsabilité, c'est de construire un espace commun et non de dresser de nouvelles frontières. Nous avons quelques interrogations sur l'approche de la végétalisation qui est très présente dans les propositions de la conférence citoyenne. C'est une bonne chose que nous appelons de nos voeux, mais de nombreuses questions techniques se poseront, notamment sur des toits et des bâtiments parisiens souvent classés. Au-delà de l'injonction, il est nécessaire et indispensable d'avoir un accompagnement pour le propriétaire. C'est le gage de la réussite de ce projet. J'aimerais enfin insister sur 3 points. Le premier qui concerne l'intelligence globale du projet. La biodiversité, c'est un peu plus compliqué que de l'aménagement technique. Sans continuité, sans logique, nous n'aurons pas de bénéfice environnemental. On ne peut pas demander la mise en place de trames vertes, bleues, blanches, brunes, noires et développer
cette continuité sans cohérence. Deuxième point, la végétalisation a une phase cachée, celle de gonfler de façon artificielle les plantations les plus utiles, parmi lesquelles la diminution de pleine terre dans des parcelles nouvellement construites ou reconstruites. C'est un enjeu sur lequel nous serons attentifs. Enfin, l'absence d'évocation des solutions fondées sur la nature, et c'est un vrai regret. Sur la base de réflexions initiées par l'Union internationale de conservation de la nature, les solutions fondées sur la nature ont des bénéfices connus. Il s'agit de contribuer à l'atténuation du changement climatique, en stockant par exemple le carbone sous forme organique, en adaptant les effets, en rafraîchissant la ville, etc. Certaines stratégies urbaines s'affichent d'ailleurs sous forme de slogans, une préoccupation particulière pour l'un des effets du changement climatique, comme par exemple la question du ruissellement. Toutes ces solutions reposent en pratique sur un même triptyque: le maintien du sol vivant, l'accroissement du couvert végétal et le rétablissement de la circulation naturelle de l'eau. Ce sont quelques exemples, mais l'approche aujourd'hui de la rénovation trop minérale et l'intégration de l'absence des solutions fondées sur la nature sont un vrai regret. Alors la liste des demandes est longue et pragmatique. Au-delà des slogans, il faut agir, il faut cesser de détruire des espaces naturels existants, il faut consolider une véritable trame en articulation avec le Grand Paris et la région Île-de-France, il faut créer un véritable réseau de zones humides. Il faut, en lien avec la région Île-de-France, il faut inscrire dans le PLU tout espace non bâti comme un espace non constructible. Il faut recentrer tous les espaces de nature avec des aménagements appropriés en lien avec les associations environnementales et les habitants des quartiers concernés. Enfin, et pour conclure, les maires d'arrondissement ont une responsabilité importante en matière de concertation locale sur le PLU. Nous sommes en attente des guides méthodologiques, des outils qui permettront de mener à bien cette concertation. On ne saurait reléguer les maires d'arrondissement, dont l'expertise est reconnue sur leur territoire, au rôle d'intermédiaire entre la mairie centrale et les citoyens dans un sujet aussi majeur et déterminant qui doit dessiner le Paris vivable et résilient de demain. Merci.